Bonjour tout le monde, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Georges-Marie Pran, je suis coordonnatrice du programme Culture et Multiculture à Cap Jeunesse Multiculturelle. Bienvenue à tous à Cap Jeunesse Multiculturelle. C'est notre deuxième activité dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Donc ce soir, nous sommes heureux et fiers d'avoir avec nous deux artistes, en fait deux personnes vraiment importantes dans le domaine de l'art. C'est Mme Martine Chartrand et M. Guy Giard. Donc, Guy Giard est un artiste contemporain. Il travaille au musée d'art contemporain. Il a fait plusieurs expositions individuelles, plusieurs expositions collectives. Il a reçu plusieurs bourses et prix. Donc, entre autres, Conseil des Arts, Art Space, Art Cité, Neutral Ground, et puis un prix aux Pays-Bas, et puis à Ville-Côte-Saint-Luc. Donc, ça, c'est les principaux, il y en a d'autres encore. Et puis, il a donné plusieurs conférences, il a fait plusieurs publications, il a donné plusieurs entrevues, soit à la radio, à la télévision. Donc, c'est quelqu'un de bien connu dans le domaine artistique. Donc ce soir, nous avons la chance d'avoir ces deux personnes avec nous. Je pense que c'est le pouvoir qu'une œuvre d'art peut avoir. C'est sûr qu'une œuvre d'art, ça peut décorer, mais peut-être que, comme moi j'aime bien dire, quand mes enfants, je les appelle mes enfants, ceux qui viennent au musée, une œuvre d'art, ça raconte toujours une histoire. Et on sait qu'avec une histoire, avec Rosalie, on peut changer le monde, mais qu'avec une histoire, on peut en tout cas changer les émotions de quelqu'un, on peut faire vivre des choses. Vous allez voir dans mes œuvres que justement, moi je suis un conteur d'histoire d'une autre façon. Puis je vais vous introduire un peu aussi à, mais ça on en parlera peut-être de 8h30 à 9h, les installations. J'ai des très vieilles œuvres qui sont des peintures. Et les installations, c'est qu'est-ce qu'on va voir un peu sur vidéo. C'est un type, je vais juste le dire un instant, c'est un type d'œuvre d'art qui existe depuis à peu près 30 ans. Donc, il y a le cinéma d'animation, la peinture, la sculpture, le dessin, la photo, tout le monde connaît à peu près. Les installations, c'est une forme d'art qui n'est pas beaucoup connue, qui a le mot installé. Ça veut dire que c'est comme si on marchait physiquement dans une peinture. Sauf, je pense que vous allez voir le lien. Donc, une œuvre d'art, souvent, c'est deux dimensions sur le mur. Imaginez que maintenant que vous aviez la chance de marcher à l'intérieur d'une œuvre d'art et de devenir participant à l'œuvre d'art. Finalement, c'est un peu ça l'installation. Alors, donc c'est un petit peu un parcours historique. Quand j'étais en art à Concordia, en Beaux-Arts, déjà en partant, je ne faisais pas les choses comme tout le monde, parce que tout le monde avait bien l'abstraction, puis moi, qu'est-ce qui m'intéressait, c'était la vie de tous les jours. Donc ça, c'est juste comme un portrait de famille. Donc, une approche qui s'est beaucoup... je vais juste montrer les images rapidement. Les sans-abri dans la rue. Ça va être une peinture bien normale, mais finalement, c'est une dame en plein hiver qui n'a pas de pantalon. Je dis qui est juste comme en nu-bas, si on pourrait dire, et qui se promène. Donc, il y a un caractère, raconter des histoires, mais vraiment par rapport à la vie de tous les jours. Ça, c'était une vieille dame qui nourrissait les pigeons dans un parc. C'est des huiles sur toile, donc la façon la plus traditionnelle de faire de la peinture, si je peux dire. Et celle-ci, qui était peut-être la dernière que j'ai faite, qui est assez grande, qui mesure presque 1,50 m par 2,50 m. Et bon, c'est un peu sombre, on ne voit pas beaucoup, mais finalement, l'histoire est assez simple. Il y a une scène de meurtre, finalement, qui est en train de se passer. Il y a une victime. Par contre, en même temps, il y a une autre personne qui regarde, les mains dans la poche. Et tout au loin, on voit une file de monde dans la rue qui attendent comme pour aller au cinéma. Il y a comme une tension. Est-ce que la personne va agir ou non? C'est un peu comme, pour moi, quand j'ai fait cette œuvre-là, par la suite, je me dis, ben, aujourd'hui, quand on regarde tellement de violence autour de nous, qu'est-ce qu'on fait? Ou qu'est-ce qu'on peut faire? Fait qu'il y a comme une tension, est-ce que la personne va rester là juste à regarder? Est-ce qu'elle va finalement agir? Est-ce qu'elle participe par le fait qu'elle n'agit pas? Donc c'est un peu une... Il y a un premier niveau, il y a différents niveaux.
Et là, donc, quand je parlais des installations, donc ça, c'est un exemple ici. Donc, on imagine que c'est comme si on rentre dans une peinture, et ça, donc, ça parle vraiment de la vie de tous les jours. Et c'est une série sur la famille, les relations à l'intérieur de la famille. Et c'est des petites scènes de la vie quotidienne que j'ai isolées. Et je vais juste donner quelques petites descriptions. Donc, le souper de famille, tout le monde a des soupers de famille. Sur chaque chaise, il y a une enregistreuse. Chaque enregistreuse, c'est une personne qui parle. Et tous les sons ne sortent que par les deux haut-parleurs qui sont là. Donc, tout le monde parle, mais il n'y a personne qui s'écoute. Donc, ça devient juste que du bruit. Mais de l'extérieur, c'est des belles chaises, c'est des beaux meubles, tout est beau. Donc, il y a vraiment le côté à la surface, qu'est-ce qu'on a l'air, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre. Voilà. Il y en a des fois qui sont juste des pièces d'atmosphère. Je travaille beaucoup par instinct. Celle-là m'a un peu fasciné par la suite parce que quand j'ai fini, je me suis dit, ben, quand on est petit, qu'est-ce qui fait peur? C'est les monstres sous le lit. Par contre, si on met la lumière sous le lit, tout d'un coup, qu'est-ce qui fait peur? C'est la réalité. C'est tout le monde qui devient étrange quand finalement on éclaire en dessous. Donc, et donc, chaque installation a eu lieu dans différentes villes et à chaque fois, comme je dis, là, je vais très rapidement, à chaque fois, les œuvres sont adaptées au lieu où j'expose. Donc, le lit est séparé. Et ce petit enfant-là se rend dans la galerie puis il est à terre comme ça. Il est comme immobile, hein, c'est très québécois comme scène. L'enfant qui est tellement emmitouflé qu'il peut à peine bouger. Mais en même temps, le détail, c'est que le visage qui est tellement emmitouflé qu'il ne peut même plus voir ou respirer. Donc c'est un peu comme de parler l'amour qui étouffe finalement, l'amour qui immobilise. Quelqu'un qui veut tellement te protéger que finalement tu es rendu comme immobile. Et ça, c'est mon mur. Le mur qui venait séparer l'espace. Mur de toast brûlé. Donc, j'aime beaucoup travailler avec l'odorat aussi, les odeurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui cette pièce-là a évoqué beaucoup de choses. Et avec le titre, hein, si je reviens en arrière, c'est un mur 6 ans de toast brûlé. Donc, on imagine la personne qui, tous les matins, brûle sa toast et l'empile. Il n'y a rien qui change. Il y a vraiment comme une tension qui s'accumule. La famille, mais plus profondément, je peux dire ici, c'était une exposition sur l'abus sexuel. Donc, avec le linge blanc, comme quoi que tout ce qu'on montre de l'extérieur est toujours blanc, parfait, immaculé. Il n'y a pas d'histoire dans la famille, quoi. Tout est parfait. Et donc, le linge venait de la ville où j'exposais. Donc, à chaque fois que j'expose dans une ville, les meubles, le mobilier, je vais les chercher dans la ville. De telle façon que c'est des objets que les gens reconnaissent finalement. On partait un peu de leur vécu. Très rapidement. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, si on peut y revenir après si vous voulez. Oh, il est déjà revenu. Donc, au sol, il y a des installations des machines à laver. Je vais essayer. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, il y avait le linge dans les airs et au sol, 4 installations. Dans le petit podium, c'était une autre petite histoire qui était racontée, mais des gens qui avaient vécu l'abus sexuel dans la ville où j'exposais. Donc, j'ai demandé à des gens de participer à l'exposition, des personnes qui ne sont pas des artistes de venir participer. Et les chaises décrivaient des milieux différents. Comme quoi, l'abus sexuel, on ne peut pas l'identifier à tel milieu ou telle société. Donc, ça pouvait se passer partout. Et la machine à laver qui symbole justement qu'on veut toujours tout laver et faire disparaître. J'ai des mauvaises diapositives malheureusement pour ça. Donc ça, c'est un exemple de qu'est-ce qu'une des personnes a fait, qui
qui était un peu, par rapport à son histoire, un petit personnage de la vitre brisée, un peu de sang. Et la dernière exposition de cette série-là, qui était aussi sur l'abus sexuel, mais encore quelque chose de plus intense. Donc c'est vraiment comme on marche à l'intérieur, si je peux dire, d'une peinture de l'environnement. Il reste, voilà. Donc le lit qui est devenu comme rouge en feu, le rouge de l'urgence. Voilà. Et la prochaine série, c'est peut-être un peu plus à propos qu'on m'a invité ici. C'est cette habitude-là que j'ai d'inviter des gens à participer dans les expositions. Donc, c'est pas un trip d'ego, venez voir mon exposition, c'est plus, je lance un sentiment qui souvent est partagé parmi d'autres personnes. Et donc, ici, on a une personne amérindienne qui nous a raconté par rapport au masque. Je vais dire un petit peu plus. Ici, il y a Maurice, je ne sais pas si vous connaissez, Maurice Lambois-Chani, de Niagara, qui est hyper actif, qui en plus, donc, fait beaucoup des masques, fait beaucoup de poterie. Et pour quelqu'un qui doit, généralement, on va parler de racisme ou d'handicap physique, passe la moitié de son temps aux États-Unis ou à travers le monde pour donner des ateliers dans les écoles. Lui, il n'y a rien qui l'arrête, simplement. Voilà. Donc, cette exposition-là, j'ai invité une trentaine d'artistes de communautés culturelles différentes, des poètes, des musiciens, pour venir partager sur l'expérience du déracinement. De l'idée que quand on quitte son pays natal, soit par politique, soit par raison familiale, quand on a une perte de racines, on a souvent, c'est un peu comme la semaine dernière, Marie-Lucie racontait, on a envie après de raconter sa vie en utilisant des choses qui nous appartiennent. Et donc, il y avait une exposition, et dans le cadre de l'exposition, donc j'ai invité plein d'artistes, Marie-Célie Ania, qui était venue lire de sa poésie à l'époque. Lénus, Surprise, et Yvonne America Trucker, qui malheureusement est décédée maintenant à cause d'un cancer. Donc, mais c'était vraiment l'idée de se raconter, de rencontrer les gens. J'ai d'autres. La plupart des gens, ça veut dire, avec qui je travaille deviennent des amis d'une façon ou d'une autre. On garde contact. Cette jeune fille-là, cette jeune Québécoise qui est violoncelliste, qui maintenant joue avec le Cercle du Soleil en Europe depuis 3 ans. Et de temps en temps, nos routes se croisent. Et je vais retourner sur la vidéo. Donc ça, c'était un projet de l'autre côté d'un pont sur la communication. Le dernier projet, ici, simplement de celui que vous avez vu avant avec les différents artistes, qui s'appelait De l'autre côté d'un pont, c'était sur le déracinement, la recherche d'identité à travers les différentes formes d'art, finalement, d'être artiste. Celui-ci, le lavoir, c'était sur le sentiment d'appartenir à sa communauté. Comment est-ce qu'on sent qu'on appartient à une communauté? Et pour ce projet-là, moi j'avais vécu en Europe avant, et une chose que j'avais vue qui m'avait fasciné, c'était les lavoirs. Les lavoirs, dans les anciens villages, c'était des lieux où toutes les femmes se réunissaient pour faire laver le linge. Et donc j'en ai construit un, on va le voir un petit peu en détail. Et donc le lavoir était le lieu où toutes les histoires du village s'échangeaient. Qui est né, qui est mort, qui a fait ci, qui a fait ça. Donc c'était le pouls de la ville finalement. Et quand j'étais en Europe, les lavoirs aujourd'hui sont abandonnés ou sont démolis parce que chacun a sa machine à laver.
Donc, qu'est-ce qui est arrivé de ces lieux de rencontre-là qui sont magiques finalement? Donc, moi, j'ai recréé un lavoir à Montréal et j'ai fait des entrevues avec des gens de l'âge d'or, des quartiers de Pointe-Saint-Charles, la Petite-Bourgogne, Saint-Henri, Vélémar, Côte-Saint-Paul, qui sont les premiers quartiers ouvriers, si je peux dire. Et c'est des quartiers qui ont très peu changé, sauf la Petite-Bourgogne qui a été comme démolie pour différentes raisons. Et donc, les histoires, donc j'ai fait des entrevues pour qu'ils me racontent leur vie de quartier. Et les histoires que j'ai recueillies par eux autres, je les ai écrites sur les coussins. Donc, les coussins que vous voyez ici, d'un côté, il y a une image, et de l'autre côté, c'est une petite histoire. Et c'est des histoires par rapport à combien de temps ils restent là, les gens qu'ils rencontraient sur la rue, des petites histoires toutes simples. Les images ont été sur les coussins, ont été faites par des élèves en design textile de Saint-Henri. Donc, quand je fais un projet, j'aime impliquer le plus de monde possible. Donc, tous les coussins, c'est des œuvres d'art originales. Et à la fin de l'exposition, moi, j'ai donné les coussins à tous ceux qui les avaient faits. Donc, il n'y a pas l'idée non plus d'essayer de l'accaparer ou de le garder. C'est vraiment comme une collaboration. Donc, vous voyez, ils sont très, très beaux. Ils sont vraiment tous différents. Je ne vais pas faire le DJ, je vais faire le VJ. Ça donne un peu une idée de l'installation. Tu veux changer de cassette? Oui, c'est bon. C'est trop technique. De un et de l'autre, c'est vraiment le fun. Et donc, j'ai créé 5 dimanches après-midi avec des musiciens de chaque quartier. Donc, le public pouvait venir voir l'exposition, lire les histoires, et ces dimanches-là, on a passé comme un dimanche après-midi à se remémorer Saint-Henri avec les musiciens, avec un historien. Et moi, je posais beaucoup de questions publiques. Donc, vraiment dans l'idée de passer comme un bon 2 heures, 3 heures, à se remémorer la vie de quartier. Et ici, je ne vais pas tout vous mettre parce que je vais juste prendre encore un petit 2 minutes. Un petit extrait de la musique par rapport à la Petite-Bourgogne. Ça marche. Donc ça, c'est moi quand j'avais les cheveux courts. Donc vous voyez, on était tous assis autour du lavoir. On discutait ensemble, comme ça. Et tout ça, c'était gratuit. Pour moi, autant que possible, mon idée, c'est toujours que ça soit ouvert à tout le monde, que ça soit gratuit. Donc, je vais juste jouer un petit... Donc, il y a l'œuvre d'art, et dans l'œuvre d'art, donc, il y a les musiciens qui viennent jouer. Donc, ça, c'est Little Willie. Qui est maintenant drummer de temps en temps dans le unit. En même temps qui participait à la discussion. Il n'était pas là en tant que musicien seulement, mais il était assis avec nous quand on partait de la Petite-Bourgogne. C'est solide. Dans le projet, juste pour faire un petit survol, donc c'était sur le sentiment d'appartenance au quartier. Donc j'ai fait une entrevue avec à peu près une centaine de personnes de l'âge d'or. Leur histoire était dessus. Je suis allé chercher des musiciens du quartier. Je suis travaillé avec un historien du quartier. Et ce que vous allez le voir, c'est
l'autre aspect, c'est que j'ai travaillé avec les écoles du quartier. Et donc, j'ai invité les enfants à visiter l'exposition. Et après, je leur ai donné des crayons. Et là, c'est eux qui ont laissé leurs histoires, comme des graffitis, sur le lavoir. Donc, c'est une œuvre d'art qu'on peut toucher, qu'on peut prendre dans les mains, qu'on peut s'asseoir dessus, qu'on peut dessiner dessus. Donc, c'est slices, dices. Ah. Ben là, vas-y, toi. Oui, on t'aime. Donc, on voit des petits détails de qu'est-ce que les enfants ont fait. Et donc, le lavoir, finalement, pour moi, avait maintenant 4 générations d'histoires à raconter, parce que sur les coussins, ça partait des histoires les plus anciennes. Sur les haut-parleurs, sur le mur autour, j'en ai pas parlé, mais il y avait des haut-parleurs. Il y avait des extraits, on entendait les gens raconter les histoires. Donc, on avait des histoires où on parlait quand il y avait des vaches, des fermes à Montréal. Pas de trottoir, tout le monde se promenait en buggy à cheval, le vendeur de glace et tout ça. Jusqu'à les petits jeunes d'aujourd'hui où il y en a un, c'était qui parlait, qui était allé au mariage de sa mère. Donc ça, c'était sympathique. Donc, ils avaient le choix soit de faire des... Voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu le vue générale, même que Martine a touché dans son vidéo. Et ce que je suis en train de prévoir pour ça, c'est intéressant parce que l'esclavage, c'est tellement quelque chose d'énorme. Tu ne peux pas faire le tour de ça, c'est trop gros. Et donc, dans la même idée, c'est même là, dans l'étape d'aller à la recherche de mon projet, il y a Mozart qui est ici. Merci, c'est le fun qui est venu. Donc, non seulement j'invite des poètes et des musiciens comme Martine à participer quand l'événement a lieu, mais là, j'ai senti que ce projet-là était tellement important que je les ai invités avant même que le projet ait lieu, pour sentir c'est quoi les champs explorés. Et je suis content que j'ai fait ça parce que ça m'a... et juste, donc, je vais finir avec ça, puis après on discutera. Mais ce que je prévois faire donc, pour Marie-Joseph Angélique, il va y avoir 2 soirées avec de la performance, de la musique, surtout ce qui m'appelle tradition orale. Je reviendrai sur ça. Donc, pour parler un peu des émotions, moi, mon but, c'est qu'est-ce qu'elle aurait pu vivre en tant que personne humaine, pas en tant que noire, pas en tant que victime, mais comment on peut se sentir, parce que juste, je prends plus qu'une minute, mais bon. À part juste le côté esclave, je veux dire, perdre son pays, perdre sa liberté, perdre sa dignité, en tant que femme, se faire violer. Je pense pas que les hommes avaient le même sort, mais bon. Mais je veux dire, il y a tellement de choses avant même de parler que l'esclave était maltraité. Il y a tellement de pertes avant même de commencer à parler de qu'est-ce que pouvait être un esclave. C'est comme... Moi, il y a tout cet aspect-là que n'importe quel être humain peut partager, quoi que ce soit sur son origine et tout ça. Et donc, plus j'ai avancé dans le projet, plus je me suis rendu compte comment les gens, non seulement c'est un sujet qu'on ne connaît pas, c'est un sujet aussi qu'on ne veut pas vraiment savoir,
mais c'est un sujet qui est tellement peu connu que le peu que j'en parlais avec les gens avaient déjà comme une idée ou une impression. Cette idée, cette impression-là, c'était souvent des préjugés et des mythes. Fait que là, je suis tombé sur un gros problème. C'est comment faire mon projet dès que j'en parle, les gens me disent c'est pas de leur faute, mais c'est parce qu'ils en savent tellement peu qu'ils vont se servir des choses pré-mâchées que les gens vont leur donner. Donc, je me suis rendu compte que pour le projet Marie-Angélique, qu'est-ce que je veux faire? C'est durant tout l'été, il va y avoir un genre d'espace laboratoire où il va y avoir des conférences, puis je vais inviter des conférenciers. Donc, il y aura un événement d'ouverture, un événement de fermeture avec plein d'artistes, de musiciens, poètes, et peut-être 7 conférences une fois par semaine l'été sur, par exemple, l'esclavage en 2002 au Soudan, les enfants, le tourisme sexuel, tout ça. Donc, l'esclave, c'est pas le passé, l'esclave, ça existe encore aujourd'hui. Donc, par exemple, une réflexion sur c'est quoi l'esclavage aujourd'hui, comment elle est. Je vais faire une après-midi, par exemple, sur c'est quoi les conséquences de l'esclavage. Hein? Marie-Lucie en a parlé un petit peu la semaine dernière. L'image que peut-être dans la communauté noire, qu'on se sent moins confiant ou je veux dire, juste par rapport émotionnellement, c'est quoi les traces que ça a laissées qui sont encore là aujourd'hui. Puis peut-être dans ça, on va parler ceux qui vont juste essayer de se trouver un loyer à Montréal. C'est quoi la réaction quand on sonne à la porte ou on parle au téléphone? Pour moi, le racisme, l'esclavage, il y a quelque chose là. Donc, pour moi, c'est en parler pour dire que c'est pas juste du passé, mais que c'est là, dans notre contemporain. Puis peut-être aussi, on va faire un dimanche par rapport à Haïti, par rapport donc au premier... la première démocratie en Amérique, mais que même si c'est la première démocratie en Amérique, regarde aujourd'hui comment encore il faut qu'elle se batte, comment elle est malmenée aujourd'hui, puis tout ça. Bon. C'est comme, il y a plein de points. Donc, Angélique, pour l'été prochain, j'ai créé un site internet, je vous donnerai des petits papiers après, pour ceux qui veulent y aller. Sur le site, je vais mettre toute la programmation, tout ça, puis l'été, j'aimerais bien inviter des groupes communautaires à venir, puis animer des trucs. C'est vraiment dans la suite. Merci.